Alors Hervé Morin, chaque année, vous venez justement éclairer les dirigeants normands sur les problématiques de la région. Et cette année, vous dites il va falloir réfléchir sérieusement et tous ensemble à la loi ZAN. La loi ZAN, zéro artificialisation nette. Nous parlons des sols. Alors cette loi nous oblige à modifier le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Vous pouvez nous expliquer un peu de quoi s'agit-il ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être là. Bravo Pierre-Jean pour ces universités. C'est assez formidable d'avoir 1200 chefs d'entreprise réunis. C'est une des vertus de la réunification en fait. En vérité, la plus grande vertu de la réunification de la Normandie, c'est que désormais il y a un collectif normand et ce collectif normand grandit chaque jour. Moi, il y a un truc qui me plaît vraiment le plus, c'est à chaque fois que j'entends un chef d'entreprise, etc., dire bon, je suis français bien sûr, moi aussi, mais je suis fier d'être normand. Et je vous le livre parce que c'est assez intéressant. Chaque année, on fait un grand sondage par l'IFOP. Je voulais l'emmener, puis je l'ai oublié, bien entendu, où on pose toute une série de questions sur l'appréciation du président de la région, sur l'appréciation de la politique régionale, etc. Et puis on pose quelques questions, comme est-ce que vous êtes heureux de vivre en Normandie ? Je vous demande quel est le pourcentage de Normands qui sont heureux de vivre en Normandie. 80. Allez, Pierre-Jean. 98. 93 ou 14%. Ah, c'est pas mal quand même. C'est énorme. Et le patron de l'IFOP me dit, il n'y a pas une région en France où on a un tel chiffre. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on leur pose deux autres questions. La seconde, c'est est-ce que vous espérez que vos enfants vont vivre en Normandie ? Et là, on a des scores absolument phénoménaux de Normands qui disent moi, j'espère que mes enfants pourront vivre en Normandie. Je crois qu'il y a plus de 80% des Normands qui disent ça. Et quand on leur dit est-ce que votre région va mieux ou moins bien que les régions voisines, donc on pose avec les régions voisines, ils pensent tous que ça va plutôt mieux que les autres. Donc c'est la preuve qu'il y a la prise de conscience d'un collectif normand qu'on retrouve à la fois dans le salon Made in France où il y a des exposants normands, qu'on retrouve dans différents salons jusqu'à Las Vegas, etc. etc. Bien. Et donc, bravo, parce que cette initiative-là, ça fait partie de ces éléments qui construisent le collectif normand et que le drapeau normand soit porté. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà. Bon, alors je réponds à votre question. Donc j'imagine que personne ne sait ce que c'est que le zéro artificialisation nette ou presque. Donc je suis avec Guy Lefranc, le maire d'Évreux, vice-président de la région, qui est en charge de cette question à la région et qui hochera la tête si je dis des bêtises. En clair, vous avez une loi très intelligente qui a été votée en 2021, qui s'appelle Climat et résilience, et qui oblige à ce que nous allions en 2050 sur le zéro artificialisation, que ce soit pour le logement, pour des infrastructures publiques, ou que ce soit pour le développement économique. Et par tranche de 10 ans, 2020-2030, 2030-2040, 2040-2050, on doit réduire de moitié l'artificialisation. Donc on est en 2022, le compteur a commencé à tourner, c'est-à-dire ce qui est artificialisé aujourd'hui est mis au passif, si je puis dire, de chaque collectivité. Et donc sur les 10 prochaines années, nous devrons réduire de 50% l'artificialisation par rapport à la référence des années 2010-2020. Et quand en 2030 arriveront les 10 années suivantes, on devra réduire de 50% ce que vous avez artificialisé sur la période 2020-2030. Et 2040-2050, en 2050, on arrive à zéro. Donc la loi dit, en 2050, on ne doit plus artificialiser du tout. Alors, je voulais juste appréhender ce que ça peut représenter, avec toutes les imperfections des décrets d'application dont les régions de France demandent, puisque c'est nous qui sommes chargés de mettre en œuvre cette histoire-là dans le cadre du schéma régional d'aménagement du territoire dont vous parliez. Et donc on dit au gouvernement, il y a quand même un sujet. Il y a bien sûr la question des grands équipements publics. Je prends un exemple simple, on construit une centrale nucléaire, on ne construit pas la centrale nucléaire pour la Normandie. Elle va avoir des effets extrêmement positifs sur l'économie régionale, mais on la construit pour la France, et même pour l'Europe d'ailleurs. C'est 300 hectares.
Donc est-ce qu'il faut d'ores et déjà considérer qu'on consomme 300 hectares de la capacité à artificialiser? Imaginons, rêvons, que par un coup de baguette magique, la ligne nouvelle Paris-Normandie prenne une accélération telle, mais on a le cas par exemple sur les lignes TGV pour d'autres régions. Est-ce que ce genre d'équipement doit être dans l'artificialisation? Nous disons non. On dit qu'il doit y avoir en quelque sorte une dérogation pour les grands équipements nationaux. Prenons mon camarade des Hauts-de-France. Lui, si on applique la loi telle qu'elle est aujourd'hui, le seul fait de faire le canal Seine-Nord consomme la totalité de sa capacité artificialisée pour sa région. Bon. Donc il y a toute une série d'imperfections. Mais au-delà de ça, il va nous falloir, avec Guy, que nous puissions présenter au Conseil régional un schéma d'artificialisation où on va poser des questions aussi simples que celle-ci. Je vois Régis Saadi qui est là. Pour chaque SCOT ou pour chaque intercommunalité, ou peut-être pour des intercommunalités qui se regroupent, on va donc leur donner un droit à artificialiser. Mais il n'y a aucune comparaison entre les besoins de la basse vallée de la Seine, et Peigne, même mon village, et Caen, pour prendre 3 exemples. Et donc, il y a des questions simples. La première, c'est quelle est la part que nous consacrons au développement économique et quelle est la part que nous consacrons au logement? En sachant que quand vous autorisez, quand un maire signe un permis de construire en disant je vous autorise à mettre une maison de 120 mètres carrés sur un terrain de 1000 mètres carrés, la loi considère que c'est les 1000 mètres carrés qui sont artificialisés. 2, alors bien entendu, quand vous appelez le maire du Havre il dit pour moi, l'essentiel du sujet, c'est bien sûr le développement économique. Mais quand je suis dans d'autres zones plus rurales, on nous dit, moi, ce qu'il faut, c'est que vous ne me vidiez pas non plus de mes logements, quoi. Donc, il faut que je puisse continuer à construire des logements pour mon école, etc. Donc, le premier sujet, c'est celui-ci. Quelle est la part consacrée au développement économique, en sachant qu'on a déjà quasiment plus de zones industrielles capables d'accueillir un grand projet industriel à 20 ou 30 hectares. Heureusement qu'on a eu Port-Jérôme pour accueillir les grands projets industriels que vous connaissez. S'il n'y avait pas eu Port-Jérôme, on était incapable de faire cette proposition. Donc on doit être en capacité, nous, régions industrielles, de pouvoir avoir des zones d'activité capables de porter des projets industriels à 20, 30 hectares. Deuxième sujet, bien entendu, est-ce qu'on doit donner le même droit artificialisé entre les zones économiques les plus dynamiques et les zones économiques qui sont moins dynamiques? Entre... Pour ne fâcher personne, j'ai déjà eu des mots malheureux il y a quelques années, donc je ne prends plus que l'exemple de mon village maintenant. Est-ce qu'on doit donner la même capacité artificialisée à la zone de Cormeilles et Peigne qu'à la zone de Avraise, pour rester sur la zone Avraise? Probablement non. Mais vous allez avoir des réflexes très simples. Moi, j'ai le souvenir, j'étais tout jeune élu quand il y a eu Port 2000. Où les compensations environnementales sur Port 2000 ont été données sur l'autre rive de la Seine, c'est-à-dire chez moi, et où nous, les élus ruraux de cette zone, on disait à Antoine Ruffnac, on ne va pas devenir la réserve d'Indiens pour vous permettre de faire Port 2000. Bon, heureusement qu'il ne nous a pas écoutés. Mais, deuxième sujet, comment on apprécie la capacité artificialisée selon les espaces économiques? Troisième élément très important, c'est qu'on a une certitude, c'est la question du trait de côte. Et donc, il faut qu'on fait la première opération dans le nord de la Seine-Maritime, à Quiberville, où on va redonner à la mer l'espace que l'homme lui avait enlevé, parce qu'il y a des submersions marines, et donc on déplace le camping, etc., etc. Bien. La question qui se pose, c'est qu'il faut que sur ces 620 km de côte, on puisse donner aux collectivités dont on sait que des parties entières de leur commune ou de leur ville vont disparaître sous les flots, la capacité d'avoir des zones à réurbaniser plus dans les terres. Donc en quelque sorte, ces territoires-là vont être plus en demande de capacité artificialisée parce que de toute façon, ces espaces-là vont disparaître. Quand vous avez bon, je ne vais pas citer de villes pour éviter tout problème, mais il y a des villes dans lesquelles, très clairement, on leur dit, dans 30 ans ou 40 ans, là, tout votre bord de mer, c'est fini. Bon. Et le maire vous dit, mais
Ok, mais dans ce cas-là, laissez-moi de quoi construire à 500 mètres ou à 1 kilomètre du trait de côte. Sauf qu'il y a des zones naturelles, il y a des espaces naturels sensibles. Si vous prenez le Pays d'Auge, les stations se sont toutes construites sur des marécages. Et donc derrière, souvent, il y a des marais, il y a des zones humides sur lesquelles il n'y a pas de constructibilité. Donc il faut réouvrir des capacités à construire. Donc je donne quelques éléments majeurs. Donc cette loi-là, elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Elle va être redoutable pour la cohésion de la région, parce que chacun va tirer à U, à dia. Il faut qu'on soit en capacité de maintenir l'essor économique absolument exceptionnel que nous connaissons aujourd'hui. J'en profite pour le dire, parce que je ne sais pas si vous me poserez une question là-dessus. Donc comme ça, je vais faire comme Georges Marchais, les questions, les réponses. Donnez-nous la réponse. Mais jamais la Normandie n'a eu un tel attrait et essor industriel. Quand nous sommes en train d'apparaître comme un des corridors hydrogène européens, à travers la première construction d'usines d'hydrogène vert d'air liquide, à travers le projet Opium qui va s'installer à Vernon avec la Tesla hydrogène et son usine, son centre de recherche, à travers le projet Eastman de recyclage du plastique, c'est quand même une usine d'1 milliard d'euros qui apparaît from scratch, à travers probablement un autre projet industriel que je ne peux pas évoquer encore, de plusieurs milliards d'euros qui est en discussion aujourd'hui, là encore sur la partie du Havre, à travers la décision stratégique pour la région de l'implantation de MSC, le premier transporteur maritime au Havre. Cette décision-là, on en parle très peu, mais MSC, pour vous donner une idée, ils ont acheté 200 bateaux l'année dernière. 200 bateaux. MSC a décidé de s'installer puissamment au Havre, alors qu'ils étaient plutôt à Anvers et Rotterdam. Ils investissent 1 milliard sur le port du Havre. Ils embauchent 900 dockers. Ils en ont déjà embauché 100 ou 150. En tout, ils embauchent 1200 personnes. Et c'est le doublement du trafic conteneur sur le port du Havre. Et nous avons ces discussions avec SNCF Réseau, que je salue. Le directeur est là. Nous avons qui est avec Aropaport, parce qu'on a un patron d'Aropaport qui est un type formidable, qui est Stéphane Raison. Et donc, Aropaport et MSC ont détecté les grandes zones logistiques françaises qui aujourd'hui ne sont pas connectées au rail, qui s'échappent en général vers Anvers et Rotterdam et qui doivent revenir grâce à la présence des MSC sur le port du Havre. Par exemple, on a à peu près bouclé le financement de la première zone logistique qui serait raccordée au rail. C'est d'ailleurs assez fascinant que ça ne le soit pas d'ailleurs, qui est celle de la grande zone logistique d'Orléans, qui doit normalement nous permettre de récupérer, rien que grâce à la connexion rail demandée par MSC et Aropaport, 150 000 conteneurs supplémentaires qui d'ailleurs, par la même occasion, partiront de la route vers le rail. Bien. Si j'y ajoute la construction de la centrale nucléaire de Penly, la construction de la centrale nucléaire de Penly, que nous avons demandé, hein, on s'est battu avec, dans le cadre sauf Europe Écologie Les Verts, bien entendu, mais avec une unanimité politique avec Sébastien Jumel et le Parti communiste, pour que la première centrale soit en Normandie. Elle sera en Normandie. Il n'empêche que cette centrale, c'est un investissement au bas mot de 20 milliards, c'est 8 à 9 000 emplois pendant 10 ans sur le chantier, et c'est derrière, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que j'ai réuni tous les patrons des écoles d'ingénieurs et des universités, je leur ai dit, bon, une centrale comme Penly, c'est 1200 ingénieurs supplémentaires qu'il nous faut. Quand on y met Eastman, quand on y met tous les projets industriels divers et variés, c'est plusieurs milliers d'ingénieurs supplémentaires, plusieurs milliers de techniciens supplémentaires. Ce sont des tuyauteurs, des chaudronniers, etc., etc. Et donc, je leur ai dit, bon, on va se bouger et on va faire évoluer massivement et puissamment nos formations pour répondre à ce formidable défi. On a fait le boulot, on vient de déposer auprès du gouvernement du SGPI un projet
d'accroissement de 30 à 40% de toutes les formations dans toutes les écoles d'ingénieurs de Normandie, c'est 60 millions d'euros de financement, Pierre-Jean, que l'État devrait nous accorder au mois de décembre pour doper toutes nos formations liées au métier de l'industrie. Et donc, c'est assez formidable. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, donc, il faut, à travers votre question sur le ZAN, c'est qu'il faut qu'on garde, bien entendu, même si on a toutes les postures radicales sur la fin de l'artificialisation, etc., on doit pouvoir être en mesure de conserver des espaces dédiés au développement économique et au développement industriel sur la vallée de la Seine, dont l'attractivité n'a jamais été aussi forte. Merci beaucoup, Président. Réaction, Pierre-Jean, sur cette loi en question. En fait, elle est plutôt inquiétante, cette loi, parce que, justement, comme disait le président Morin, c'est qu'aujourd'hui, on a des atouts en France, on a des atouts en Normandie, et Hervé, tu disais que l'avenir industriel de la France passe par la Normandie. Là, je pense que tu viens de le démontrer. Maintenant, ce n'est pas le tout de le dire. Il va falloir que tous ces projets-là soient réalisés. Alors, ceux-là sont, on va dire, crantés. Maintenant, on est en 2022, on parle de 2050, il reste 18 années pour y arriver, 28 années, mais on va dire 2040, il faut arrêter. Hein. C'est-à-dire que déjà en 2040, il faut qu'on soit quasiment... donc on va dire qu'il ne reste plus que 18 années pour assurer le développement économique. Comment on va faire si on a cette loi? C'est-à-dire que nous, ici, là, les entrepreneurs, on a tous des projets. Si cette loi va au bout, parce que ce que je comprends dans tes propos, c'est qu'il y a encore manière à probablement agir. Donc comment peut-on agir, nous, chefs d'entreprise, pour faire en sorte que cette loi qui a ses fondements puisse, quelque part, on puisse lui tordre le bras pour pouvoir continuer à se développer? J'imagine que le MEDEF national et les organisations patronales nationales doivent en parler au gouvernement. Nous, on a 3 demandes. La première, c'est que quand il y a des retours à la nature, d'espaces artificialisés, que ce soit dans le compteur, les plus, les moins. Pour l'instant, c'est pas compté. Paraît logique. Je prends un exemple simple. L'autoroute A13 va passer autoroute sans barrière de péage. Ça libère 35 à 40 hectares. Ce que j'aimerais bien, c'est que ces 40 hectares, on puisse les remettre à la nature, et qu'on puisse dire, ça nous donne 40 hectares de droits de tirage supplémentaires. Bon. Le deuxième, c'est le décompte de ce qui est artificialisé. Moi, comme je vis à la campagne, j'ai un grand jardin. Je n'ai pas le sentiment que ce qui est dans mon jardin, quand même, mon champ, en quoi c'est artificialisé. Donc la question, c'est que compte-t-on dans le cadre de l'artificialisation? Le troisième sujet que j'ai déjà évoqué, c'est bien sûr les projets d'intérêt national, parce que si les projets d'intérêt national vont dans ton décompte régional, alors là, ça va être une autre histoire, quoi. Je pense notamment à Xavier Bertrand, tu fais le canal Seine-Nord, il te reste, je crois qu'il lui reste 30 ou 40 hectares artificialisables sur tous les Hauts-de-France. Bon, mais on voit bien que le projet ne va pas pouvoir aller à son terme. Alors, le gouvernement nous promet des évolutions réglementaires sur un certain nombre de points. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut que le patronat... parce qu'il va y avoir une conséquence directe. Hein, ça va être la hausse gigantesque de l'immobilier. Et derrière, un phénomène, je le dis non pas simplement pour les entreprises, mais je le dis aussi pour la classe moyenne qui a déjà de plus en plus de mal à se loger et d'aboutir à son rêve de logement, à qui on va grosso modo interdire ce qui constitue en général encore un ressort pour beaucoup de familles françaises. Est-ce qu'on peut juste parler des friches? Parce qu'on a des friches quand même en Normandie. Le problème, c'est que la plupart de ces friches, elles sont polluées. Et donc, en fait, pour pouvoir remettre de l'activité économique sur ces friches, il faut dépolluer. Est-ce que ça fait partie des sujets qui sont aujourd'hui regardés de près? Alors, on est en train de faire le recensement de toutes les friches. Alors, le PFN, l'établissement public foncier de Normandie, fait le recensement des friches sur la vallée de la Seine. Je ne sais pas où ils en sont exactement, Guy, tu sais, toi? Bon. Et puis, par ailleurs, mais bon, il faut que ça soit terminé. Et deuxièmement, on a demandé à toutes les intercommunalités l'état de leur zone d'activité et
quelles étaient leurs friches. En sachant que globalement, comme tu le dis, il y a 3 types de friches. Il y a la friche, parce qu'on nous bassine en disant mais vous n'avez pas besoin de nature, vous n'avez pas besoin d'artificialiser, il suffit de reprendre des friches. Mais c'est archi faux. En fait, il y a 3 types de friches. Il y a les friches qui sont en plein centre-ville. Celles-ci, elles peuvent être dédiées au logement, mais pas à l'activité économique. On voit bien que dès lors qu'il y a des maisons qui sont arrivées, vous ne remettez pas une usine Céveso au milieu. Bon. Deuxièmement, il y a les friches où on ne peut rien faire. Parce qu'elles sont loin des réseaux, elles sont loin de tout, c'est des friches industrielles qui datent d'il y a des décennies, et donc en quelque sorte, le meilleur avenir serait de leur redonner, leur laisser devenir complètement naturels. Et puis il y a celle intermédiaire, où en effet, l'idée, mais on met déjà beaucoup d'argent dans ces friches, hein, on a un accord avec le PFN, on a un accord de 100 millions d'euros avec l'établissement foncier, pour permettre à ces friches de retrouver un nouvel avenir industriel. Mais c'est long et c'est cher. Je disais ça parce qu'en fait, en Normandie, l'atout qu'on a, c'est qu'on est une région industrielle et que c'est un atout. C'est-à-dire que le fait qu'on soit une région industrielle, qu'on soit déjà une région industrielle et que vous savez bien que on est la première région industrielle de France en PIB par habitant, je le dis tout le temps, mais il faut qu'on n'arrête pas de l'asséner. Et c'est parce qu'on a cet avantage qu'il faut l'entretenir. Et l'entretenir, c'est aussi remettre à niveau toutes ces friches pour qu'on puisse redévelopper de l'activité, parce que naturellement, il y avait de l'activité industrielle. Et il y a un sujet qui est un sujet qui concerne les entreprises elles-mêmes. C'est qu'on a des entreprises qui désormais ont besoin de moins de surface pour faire leur activité. Je pense par exemple à l'industrie automobile, c'est très net, quand Peugeot, Stellantis, a refait son usine à Caen, d'une immense usine placée sur un immense plateau, c'est devenu une usine totalement contractée, parce que, bon, robotisée. Ça veut donc dire qu'il faut que les entreprises elles-mêmes jouent le jeu. Et je vous jure que c'est pas facile, parce qu'on a le débat avec les gens de chez Renault. Parce qu'ils ont grand à Sandouville là. Bon. Sauf qu'ils nous disent ben, ça vaut des sous votre histoire. Et donc la question, alors qu'en plus c'est une entreprise qui a un peu besoin d'argent à l'heure actuelle, mais ça veut dire qu'il faut il va falloir créer un modèle. Alors on cherche comment le faire, on essaie de le bâtir avec Aropa, au moins pour la vallée de la Seine, parce que c'est là où il y a le plus d'espace, pour que, en quelque sorte, on puisse remettre sur le marché des espaces qui sont aujourd'hui tenus par des industriels, mais qui pourraient être facilement libérés parce qu'ils n'en ont plus le besoin. Donc on est dans une logique de devenir plus lean, hein, comme on dit dans notre jargon d'industriel, donc en fait plus sobre en surface. Et ça, je pense que c'est totalement tendance. Voilà, en tout cas, je pense que ça permettait probablement de répondre aux questions. Peut-être une dernière question, avant-dernière question, mais vous avez déjà un début de réponse, puisque vous avez parlé de mettre au crédit les comportements vertueux, donc moins de surface, peut-être que ça peut... C'est un début de réponse, en tout cas, de noter les comportements vertueux au crédit, comme on note au débit les sols artificiels, etc. On n'a pas encore parlé d'une autre contrainte, le carbone. La Normandie, zéro carbone. On voit ça comment quand on est une grosse région industrielle? Moi, je suis certain que les premiers qui seront arrivés au but, ce seront les entreprises. J'ai aucun doute là-dessus. Bon, ils iront beaucoup plus vite que les administrations, vous verrez, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que quand vous discutez avec Eastman, par exemple, le PDG d'Eastman, quand vous dites, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes venu sur la vallée de la Seine? Bon, voilà, une triangulation dans un écosystème industriel, des énergies décarbonées, la vallée de la Seine, le grand port maritime. Mais, pour lui, ce qui est clé, c'est qu'il vous dit, moi, je recycle du plastique que je revends notamment, par exemple, au monde de la cosmétique. Et des boîtes comme L'Oréal ou Estée Lauder, ils me disent très simplement, si en 2030, vous n'êtes pas capable de me fournir un plastique zéro carbone, moi je ne prends plus votre plastique, c'est parce que je ne pourrai plus vendre un produit comme ça, parce que le consommateur ne voudra plus. Et donc l'évolution dans le monde de l'entreprise, à mon avis, va aller très vite. Le problème, c'est alors, on peut se dire que le choc de l'énergie va encore accélérer ce phénomène de décarbonation, ça paraît évident, faut-il être encore vivant à la sortie? Bon, j'en profite pour dire que dès que l'État, puisque tu m'as demandé de le faire, Pierre-Jean, donc je le fais,
Dès que l'État aura annoncé son dispositif de soutien aux entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie, notre dispositif régional, on va essayer d'être en complémentarité comme on a été capable de l'être dans le cadre du Covid, sera annoncé, qui prendra trois points. Le premier, un guichet unique, parce que c'est très compliqué de savoir si on a le droit aux aides de l'État, et donc vous aurez quelqu'un qui sera capable de vous dire, bon, mais vous avez le droit aux aides de l'État, on vous envoie vers les aides de l'État. Pour ceux qui n'auront pas accès aux aides de l'État, nous ferons deux choses. Un, on proposera un bilan carbone, on en parlait hier soir au bistrot. Clairement, chef d'entreprise disent, moi, BPI, c'était un chef d'entreprise qui me disait, BPI m'a proposé un bilan carbone. Je ne regrette pas de l'avoir fait parce que comme j'ai la tête dans le guidon, je n'avais pas pensé à tout ce que je pouvais faire comme économie d'énergie immédiate. Bon. Donc on proposera aux entreprises un bilan carbone. Et troisièmement, on est allé récupérer de l'argent auprès de l'Europe et on mettra en place des prêts participatifs qui sont vécus comme des quasi-fonds propres par les institutions bancaires, donc qui sont des prêts où pendant 7 ans, vous ne payez que les intérêts et au bout de 7 ans, vous commencez à payer le capital. Donc on va avoir une enveloppe, une trentaine de millions d'euros, donc je ne suis pas sûr que ça puisse couvrir tous les besoins, mais que nous adresserons bien entendu en priorité au secteur industriel le plus électro-intensif ou les entreprises dont la part de l'énergie est passée de X%, qui a été triplée ou quadruplée dans le chiffre d'affaires. Président, une toute dernière question, si vous le voulez bien. Vous venez de nous emmener jusqu'à 2050 à travers cette loi ZAN et avec tout ce que vous venez déjà de dire. Oui. Il y aura d'autres projets vraisemblablement. Mais cette Normandie décarbonée 2050, dans votre esprit, elle est comment? Allez, vous avez 2 minutes, faites-nous rêver. Je sais, mais vous avez déjà consommé plus que votre temps. Ce que disait Pierre-Jean, c'est que jamais autant l'avenir économique de la France s'est joué en Normandie. Parce que nous sommes la seule région à avoir conservé un PIB industriel comparable à l'Allemagne. 23% de notre PIB est industriel, alors que, comme vous le savez, malheureusement, la France est à environ 10%. Et donc, quand vous avez la chance d'avoir cette façade maritime, un grand port, ce potentiel industriel, eh bien, on devient la région de l'énergie. Je vous rappelle que nous allons probablement pouvoir relancer les hydroliennes à Cherbourg. Ça sera dans le plan pluriannuel de l'énergie, très probablement, ce qui veut dire une filière industrielle qui va émerger. Les nouveaux champs d'éoliennes en mer qui vont être annoncés par le gouvernement l'année prochaine, qui vont alimenter l'industrie éolienne offshore. Les centrales nucléaires et enfin l'hydrogène vert et les énergies décarbonées. Et donc nous avons cette capacité à affirmer que votre savoir-faire industriel dans une économie, dans un monde décarboné, a toute sa place en Normandie, notamment parce que nous sommes une région monde grâce à notre ouverture vers les océans que nous donne notre port. Voilà ce que je dirais, mais j'aurais pu vous parler aussi des prairies et des vaches. Mais voilà, je pense qu'on n'a jamais... Alors on est dans cette contradiction entre cette falaise qui nous menace là, sur l'année 2023, avec ce contexte géopolitique hyper inquiétant, et un avenir qui, moi, me semble-t-il, n'a jamais été aussi potentiellement favorable à l'économie régionale. Non, donc si je peux résumer, la Normandie, son challenge pour 2050, c'est d'être la première région industrielle de France décarbonée. Voilà, très bien. Mesdames et messieurs, Monsieur Morin... Est-ce que je peux juste demander quelque chose? Alors, je sais que vous êtes beaucoup sollicité, mais il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur. Ce n'est pas du tout dans le champ des compétences régionales, mais la vie m'a amené à rencontrer quelqu'un, qui est une femme formidable, qui s'appelle Gata Hatem, qui est médecin. Et elle a créé la première maison des femmes en Seine-Saint-Denis, que je suis allé visiter, après l'avoir rencontrée, qui est un lieu où on rencontre, où les femmes ayant fait l'objet de violences, victimes de ce dont on parle tous les jours, peuvent trouver un lieu où
sont rassemblées la totalité des structures dont on a besoin dans un cas de figure comme celui-ci, à la fois médical, d'assistante sociale, de réponse judiciaire, d'accompagnement des enfants, d'accompagnement psychiatrique ou psychologique, etc. Et je me suis dit qu'on n'en avait pas en Normandie, c'est tout nouveau cette histoire-là, et on a découvert qu'à centre hospitalier d'Elbeuf, il y avait une équipe qui voulait bâtir cette histoire-là. Et donc on s'est appuyé sur cette équipe de médecins et de soignants pour porter ce projet. Ce projet est désormais prêt. Sauf que comme ça ne rentre pas dans les clous de la sécurité sociale et de l'État, on a besoin de partenaires. Nous, région, on va payer l'immeuble nécessaire. L'État et la Sécu vont payer à peu près les 2/3 du budget annuel. Mais dans le modèle, il y a 1/3 du budget qui relève de l'économie privée. Et donc, il faut à peu près 350 000 € par an pour faire fonctionner cette histoire-là. Il nous manque 150 000 €. Et on a déjà 2-3 entreprises qui m'ont dit oui. Et ce que j'aimerais, c'est que les entrepreneurs de Normandie soient en quelque sorte ceux qui permettent à ce projet magnifique que nous bâtissons à Rouen, on en fera une deuxième ensuite à Caen, et dont l'idée est simple, accueillir des femmes qui sont en grande détresse et qui sont en grande souffrance. Comment appelez-vous cette maison? Elle s'appelle Maison des femmes, tout simplement. Pierre-Jean. Et 150 000 €, hein, c'est ça qui est recherché. Donc l'idée, c'est de mettre en place un financement qu'on pourrait, dans le cadre de nos actions RSE, auquel chacune des entreprises qui veut participer pourrait participer à ce financement dans le cadre de ses propres actions RSE, évidemment avec la communication qui va avec, mais c'est un projet que Hervé Morin m'a proposé, et je trouve que l'idée est assez séduisante dans le cadre de nos actions RSE, puisqu'on a tous des objectifs d'action RSE, d'implantation de nos entreprises dans le territoire, et pourquoi ne pas prendre ce challenge? Voilà, donc après le challenge... Après le challenge des ambassadeurs métiers, un autre challenge se présente, mais nous sommes des hommes de challenge. Merci beaucoup. Pierre-Jean Leduc.